Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Romain Eliard. Romain, bonjour. Bonjour. Romain, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai un background assez classique, école de commerce. Ensuite, j'ai directement commencé en tant que sales dans une startup. On va dire que le vrai switch, il est intervenu il y a un peu plus de 6 ans quand j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Textmaster. Textmaster, c'est la première promotion d'eFounders. C'est une solution de traduction en ligne. Et Ok. j'ai rejoint Textmaster au tout début de l'aventure, en tout cas la deuxième partie de l'aventure, après le pivot en 2014, et j'ai été le premier sales. Voilà. Donc j'ai commencé là-bas en tant que sales, et en fait j'ai vraiment suivi la trajectoire de l'entreprise en gravissant tous les échelons, donc sales, key account manager, head of sales France, VP sales. Et l'aventure s'est terminée il y a quelques mois maintenant. Et j'ai rejoint Usign donc en octobre. Le vrai switch a eu lieu, on va dire, quand Textmaster a été racheté par un acteur leader dans la traduction. J'ai géré la transition pendant un peu plus d'un an. Et ensuite, je me suis dit qu'il était temps d'aller voir ailleurs, de sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, j'ai rejoint Usign. D'accord. Alors, on a déjà accueilli un head of sales d'une startup de eFounders qui est Marc Richard de bonjour.io. Je Donc, connais et bien. pour ceux qui ne connaissent pas, eFounders, c'est un startup studio assez réputé. Donc, de très belles boîtes sortent de ce startup studio. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Usign? Ouais. Donc déjà, la particularité de Usign par rapport à eFounders, pour que l'histoire soit complète Oui. et que tout le monde comprenne bien. Donc moi, je suis indirectement, et de manière un peu inconsciente, je suis un enfant d'eFounders. Ce qui s'est passé, c'est à la fin de l'aventure, avant la fin de l'aventure Textmaster, j'ai un peu parlé avec Thibaut Elzière, qui m'a notamment proposé le projet Usign. Pourquoi? Et Parce le qu'en fait, fondateur, Usign, c'est c'est le exactement, fondateur d'eFounders, hein, Thibaut. exactement. Usign s'est récemment associé à eFounders. Et donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là, contexte de pleine croissance, d'ambition nouvelle pour Usign. En fait, Usign est assis sur un marché colossal, qui est le marché de la signature électronique. Euh, Usign existe depuis un peu plus de 7 ans et repose, on va dire, essentiellement sur de l'inbound. Donc l'inbound, c'est uniquement des, des calls ou des mails entrants, Oui. de la demande entrante. Et en fait, mon arrivée coïncide, on va dire, avec la restructuration globale des équipes sales et notamment l'ouverture de deux nouveaux canaux d'acquisition, à savoir l'outbound et le channel sales. D'accord. Et du coup, ça nous introduit un peu le sujet du jour. C'est toi qui l'as choisi. Donc, le sujet, c'est comment construire une sales machine dans une scale-up. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une scale-up, c'est en fait une startup en pleine croissance. Et tu vas nous expliquer pourquoi ça c'est un sujet qui était important à traiter selon toi et à partager aux auditeurs. Pourquoi c'est important ce sujet? Bah, c'est important parce que déjà aujourd'hui on est dans un monde très marketé où on parle beaucoup de forcément de start-up et de scale-up. C'est un terme qui peut très rapidement être galvaudé. Si on revient aux fondamentaux, en fait une scale-up c'est une entreprise qui va réussir à scaler. Scaler c'est dupliquer des modèles ultra efficients afin d'atteindre des objectifs très élevés de croissance notamment. Et en général, l'un des pivots, ça va être la partie commerciale. Et donc, c'est ultra important de réussir à construire, on va dire, des bases
solides, pérennes, qui vont venir alimenter cette croissance future. Et donc, c'est un D'accord. sujet très profond sur lequel je suis en train de bosser au quotidien. Et donc en fait, donc toi tu es arrivé chez YouSign, tu m'as dit quand est-ce que En tu es arrivé octobre. en octobre, donc assez récemment. Mm. Et donc jusqu'à présent, YouSign finalement recevait ces prospects comme tu l'as dit en inbound, c'est-à-dire que Exactement. les prospects les contactaient YouSign. Et toi, tu es arrivé, tu as regardé un peu ce qui était en train d'être fait, et ta mission, c'est de développer d'autres canaux d'acquisition. C'est ça. Et donc, c'est un peu particulier comme approche, parce que contrairement à, on va dire, à une startup, en création, on arrive, la feuille est blanche, et donc il y a son lot de complexité, mais l'avantage, c'est qu'on on peut pratiquement tout faire euh, sans vraiment de point de friction. Là, il fallait prendre en compte l'historique qui est multiple. Hein. Ça va concerner pas forcément le produit, les process, mais surtout les hommes. Donc, on peut pas arriver aussi ambitieux soit-on et balayer tout d'un revers de main. On est obligé de comprendre exactement comment fonctionne l'organisation en place, les hommes en place, et réussir à modeler ça et à l'aligner avec la stratégie qu'on a en tête. Donc du coup, est-ce que tu peux pour peut-être les auditeurs qui veulent trouver un peu des tips pour s'ils sont dans la même situation que toi, t'es arrivé chez YouSign, c'était quoi tes premières étapes, tes premières missions? Comment ça s'est passé? Donc, première étape, je vais surprendre personne, c'est l'observation. C'est une part prépondérante, on va dire, dans la mise en place d'une stratégie. Donc en fait, j'ai observé exactement comment ça se passait d'un point de vue sales, mais pas que. C'est-à-dire que je suis allé voir un peu tous les départements. Donc il y a le marketing où les synergies sont évidentes avec les sales. Ouais. Je suis allé voir le produit où effectivement la synergie est aussi évidente parce que le sales vend le produit. Donc il faut parfaitement appréhender cette dimension-là. Je suis allé voir aussi le customer success qui a un rôle primordial parce qu'il va gérer l'après-sales. Donc, dans une logique de cross-canal interne, c'est très important que cette dimension soit maîtrisée parfaitement. Concrètement, sur la partie sales, ça veut dire que on va auditer les process internes. On va essayer de comprendre comment les commerciaux vendent à l'heure actuelle, comment ils processisent toute l'approche sales. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand j'ai un call entrant? Comment comment je le qualifie? Comment je pitch mon entreprise? Comment je l'enrôle dans un funnel? Donc on rentre un peu dans la technique, mais moi j'aime bien prendre la métaphore du rocking chair, donc du fauteuil, c'est-à-dire que pour moi un, un prospect doit vraiment être assis confortablement dans un fauteuil. Donc mon enjeu c'était de voir si déjà il y avait ce fauteuil et faire en sorte de créer ce fauteuil s'il existait pas. Comment tu crées ce fauteuil? Donc une fois qu'on a passé la première phase, on va dire d'audit, très rapidement on arrive à comprendre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Ce qui est moins bon, en fin de compte, il faut l'optimiser. En général, ça a déjà été plus ou moins identifié en amont de ma venue. C'est ce qui a justifié en partie ma venue. Et donc là, concrètement, ce qu'il faut faire, donc il y a trois axes. Hein, c'est l'organisation, comment je structure mes équipes. Ensuite, il y a les process. Et ensuite, il y a les outils qui vont venir, on va dire, supporter les deux points précédents. D'accord. Donc ça c'est la mise en place de ta stratégie, c'est ça? Exactement. Tu... D'accord. Et donc, est-ce que concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Est-ce que tu as mis en place, quel process tu as mis en place? Comment ça se passe? Ok, donc c'est encore très récent parce qu'effectivement je suis là depuis 5 mois, mais en gros sur la partie donc la brique organisation, il y avait déjà on va dire des SDR qui géraient uniquement l'inbound Ok. et des accounts exécutifs qui allaient closer cette inbound. Donc l'idée ça a été de comprendre ce qu'il fallait faire évoluer de manière positive pour optimiser nos taux de transformation, nos taux de conversion. Euh, donc là, l'idée très rapidement, ça a été de mettre en place une trame de qualification pour parfaitement structurer l'approche commerciale des sales,
pour qu'ils puissent à tout moment savoir exactement ce qu'était un lead qualifié ou non. On peut même aller encore plus loin en mettant des disqualification frames, donc c'est des trames de disqualification. Quel type de client ne veut pas, quelles sont les zones où nous sommes à risque. Il faut aussi savoir dire non à un certain moment. Donc ça, c'est vraiment très terre à terre, mais c'était une grosse partie de mon travail sur les premiers mois, aider Alors, les sales existants à mieux travailler. Oui. juste pour, parce que ça a été un peu vite, peut-être notamment pour les auditeurs qui ne connaissent pas les termes un peu techniques, mais donc en gros, les SDR sont ceux qui vont avoir le premier contact avec les prospects. Et toi, en fait, ce que tu as mis en place, c'est vraiment une trame de découverte du prospect, savoir s'il est vraiment qualifié ou pas. Exactement. Et cette trame, elle se décompose en plusieurs étapes. Pour pas rentrer trop dans la technique, on va dire qu'il y a 2 étapes. L'étape qu'on pourrait appeler, que j'ai appelé stage 1, en fait, c'est les prérequis, quelles sont les informations de base sans lesquelles on ne peut pas avancer ou en tout cas on ne peut pas correctement traiter un lead. Et ensuite, il y a la stage 2 où en fait on rentre dans une qualification beaucoup plus profonde, où on va vraiment avoir cette casquette de consultant, on va essayer de comprendre vraiment qui est notre client. Donc, quand on parle il y a une grosse granularité quand on dit ça. Donc, c'est la personne qu'on a en face de toi, mais aussi l'organisation qu'il y a derrière, quels sont ses enjeux. Et en fin de compte, quand on arrive à la fin de ces 2 premières étapes, on arrive à avoir une vue assez précise de la personne qu'on a en face de soi, de son organisation et de sa problématique. Et donc, on a suffisamment d'éléments pour bien calibrer une offre. Donc ça, c'était une des premières choses qu'on a mises en place. On est quand même encore au démarrage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. On peut arriver avec des idées. Les idées, elles se mettent en place dans le temps. Ouais. Donc ça, c'est long, hein, la mise en place de process, oui. le commercial, c'est long. Hein. Exactement. Donc ça, l'enjeu, c'était parce qu'en fait, YouSign a beaucoup de chance, c'est que on est sur un marché très très dynamique avec beaucoup d'opportunités de marché, ce que peu d'industries peuvent se targuer d'avoir. Donc l'enjeu, ça a été de surtout optimiser ce qui était déjà bien fait. Donc on a une grosse quantité de leads qui arrivent tous les jours, aussi bien par téléphone que par mail ou par Forms. Forms, c'est des formulaires en ligne. Ouais, donc tu as les SDR qui ont qualifié en stage 1 ou 2, comme tu nous l'as dit. Et ensuite, tu nous as dit qu'il y a des account exécutives qui, eux, vont closer, c'est ça? Exactement. Donc ça, on commence déjà un peu à parler du process. Une fois que, on va dire, le SDR a qualifié son opportunité, donc j'ai imposé des minimums. Donc pour qualifier, pour créer une opportunité et la passer à un account exécutif, il faut remplir la stage 1 et il faut que le projet soit closable, on va dire, dans les 3 mois. Donc c'est des éléments très très tangibles, très objectifs. La compte exécutive prend le relais, valide ou non l'opportunité. S'il la valide pas, ça revient dans le giron du SDR qui va se charger de mieux qualifier pour, in fine, de la retransmettre à la compte exécutive. Si c'est validé par la compte exécutive, alors là, on rentre vraiment dans la qualification un peu plus poussée, la stage 2. Et donc là, on est dans la vente beaucoup plus classique, on va dire. Là, on n'a rien à D'accord. Donc là, tu as une spécialisation de ta force commerciale et tu nous as parlé... Ouais, pardon. Excuse-moi. C'est plus qu'une spécialisation, c'est plus un découpage parce qu'on les a pas encore spécialisés. Ça, c'est, on va dire, à moyen terme où on pourra avoir cette notion de squad par secteur d'activité. Ouais. Parce qu'effectivement, on va pas vendre notre produit de la même manière en fonction de certains secteurs d'activité. Ouais, aujourd'hui, on va dire votre plus gros, cible idéale, c'est quoi? C'est une PME, c'est une ETI, Alors en fait, ouais. L'objectif de YouSign, c'est de devenir vraiment le leader sur le marché SMB, donc c'est Small et Middle Business. Donc c'est toutes les entreprises, c'est exactement ce que tu viens de dire, les ETI, les entreprises qui vont plus ou moins nous ressembler en termes de taille. Aujourd'hui, on a un gros leader, un gros concurrent qui va s'appeler DocuSign, qui va truster vraiment le marché grand compte, on-premise. C'est vraiment de la vente enterprise. Et donc, il délaisse par conséquence un peu ce segment-là. Donc, on a décidé de s'y atteler. D'accord. Et toujours dans le découpage de ta force de vente, donc tu as parlé aussi tout à l'heure des Customer Success Managers. Donc, c'est ceux qui vont faire l'après-vente.
Est-ce que tu as d'autres postes où tu sais ces trois-là, SDR, Account Executive et Customer Success Manager? Alors, ça, effectivement, ce qu'on vient de décrire, c'était l'existant. Donc, Ouais, une fois qu'on a fait ce travail d'analyse et d'optimisation, même si c'est en mode continu, l'enjeu, ça va être de surtout ouvrir les nouveaux canaux. Donc, il y avait l'outbound et le channel sales. L'outbound, c'est la grosse brique que, à mon avis, toutes les boîtes veulent avoir. ouais, Euh, donc là, effectivement, on va créer un nouveau poste qui va être un poste de BDR. Donc c'est Business Development Representative. Donc là, à la différence du SDR, il va gérer uniquement de l'outbound. Et en fait, grâce à cette ultra découpage, on va vraiment optimiser le temps et le talent de chaque personne. d'accord. Donc le SDR, il traite la demande entrante et le BDR, lui, c'est plutôt lui qui va Et- chercher le lead. Exactement. Ok, ok, très bien. Ouais, c'est Donc ça, intéressant. On a fait un épisode sur la spécialisation là, la force de la spécialisation. Alors toi, tu n'appelles pas encore ça spécialisation, mais découpage des équipes. Mais c'est bien de le voir en pratique dans une scale-up. Donc c'est intéressant que tu nous expliques comment ça se passe. Ouais. ouais, Et, et, exactement. et en fait, ta prochaine étape, ce sera de dire, bon, bah, j'ai ça, j'ai les BDR, les SDR et compte exécutif, etc. Mais je vais les avoir sur un marché, une verticale, en fait. Et puis, je vais en avoir d'autres sur une autre verticale. Exactement. Et en fait, exactement. Et mon idée, si le plan se déroule à merveille, c'est à horizon 2 ans, c'est d'avoir des squads par secteur D'accord, ouais. d'activité. Et dans une squad, on pourra retrouver un SDR, un BDR, un account exécutive, un customer success manager, et après-demain, pourquoi pas une personne en charge de l'onboarding. Ok, super. Et ouais, ça, c'est important aussi. Exactement. Euh, tu l'appellerais comment, la personne en charge de l'onboarding? Ça pourrait être, alors ce serait pas forcément dans mon équipe, ce serait plutôt dans l'équipe care, Ouais, mais ça pourrait être onboarder, ouais, par ok. Intéressant, très intéressant. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de verticales que vous avez en tête? Ouais. Donc les verticales clés de YouSign, et plus généralement, on va dire de la signature électronique, ça va être le marché de l'immobilier au sens large du Ok, terme. On va voir la banque, on va voir l'assurance, euh, on va voir tout ce qui touche au métier des RH, donc le recrutement, parce que c'est un univers où il y a énormément de besoins en termes de signature et ouais. qui est en plein switch manuscrit électronique. Donc effectivement, une solution comme YouSign apporte une vraie réponse. D'accord. Donc là, tu nous as donné déjà quelques éléments pour construire une organisation de vente performante dans une entreprise qui croit beaucoup. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre, selon toi, à avoir dans le plan de stratégie que tu es en train de mener? En fait, une fois qu'on a ça, l'enjeu, ça va être derrière cette organisation, c'est les process. Donc c'est concrètement quel est le cheminement d'un lead, peu importe son canal d'entrée. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les milestones? Quelles sont les étapes clés pour qu'on s'assure que il soit toujours dans ce fauteuil-là, qu'il soit jamais dans l'inconnu, qu'aucun de ses appels ou mails reste sans réponse. C'est important parce qu'en fait souvent quand on veut accélérer très rapidement, on va souvent oublier ces étapes ou en tout cas les sous-estimer, sauf que souvent on va très rapidement gérer énormément de volume. Donc si on les a pas anticipés, bah, très rapidement c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a un effet de boomerang magistral et qui vient en général ouais, de la part de nos clients. Donc c'est un peu l'effet inverse. Donc il va falloir formaliser et documenter tous ces process-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme granularité. Il y a une multitude de scénarios. Donc il faut les identifier, il faut les analyser, il faut les documenter, il faut s'assurer que le message passe bien en interne. Donc ça va passer. Donc là, c'est la partie vraiment, euh, on va dire, préparatoire, théorique. Ensuite, on va mettre en place des ateliers avec les équipes pour s'assurer qu'une fois de plus, on n'a rien oublié parce que les équipes sont souvent les moteurs, donc c'est eux qui vont nous remonter l'information. Donc, on n'a pas la science infuse, donc c'est très important de capitaliser sur les forces en présence pour ajuster en permanence cette théorie-là. Et ensuite, on va mettre en place la pratique. Avant de se jeter dans la gueule du loup, on va mettre en place plein de petites mises en situation
où on va tester ces scénarios-là et ensuite on réalise. Voilà. D'accord. Donc Et ça, donc, quand c'est tu dis que tu documentes les process, concrètement, c'est quoi? C'est un playbook, c'est un ouais, alors fichier Drive exactement. Alors, il y a le 16 Playbook, c'est le Graal, hein, c'est ouais. ce que toute entreprise in fine doit avoir. Donc là, moi, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu le temps de le construire, mais effectivement, chez Textmaster, c'est quelque chose qu'on avait construit au bout de la deuxième année. Mm. Il est nécessaire d'avoir quand même une certaine routine, un certain recul pour pouvoir construire un playbook efficient, sinon on va le refaire tous les mois. Ouais. Avant ça, nous on se sert pas mal et ça fait une transition toute trouvée sur les outils. On se sert pas mal de Slides. Ok, je connaissais pas ça. Slides, c'est le pendant de Notion. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est une petite application. Donc c'est l'application, mais c'est aussi en navigateur où on va pouvoir de prise de notes qui va permettre de structurer la data et de la diffuser à tout ou partie de ton entreprise. Donc c'est pas mal parce qu'en fait toute ta connaissance interne est à un seul endroit et peut être diffusée très facilement et de manière interactive et collaborative. Ensuite, forcément, on se sert des sheets. On essaie d'éviter au maximum la prolifération des sheets parce que ça peut vite devenir une usine à gaz. Ouais. Et ensuite, bah forcément, ça a été un des constats de mon audit, ça a été de revoir les outils en place. Et sur la partie sales, pas de drive était utilisé et très rapidement, bah, c'est assez évident. On se rend compte que ce CRM est parfaitement adapté pour des entreprises, on va dire en phase de démarrage. Mais par contre, si on veut scaler, très rapidement, il atteint ses limites. Et donc, l'enjeu, c'était de trouver un nouveau CRM. D'accord. T'as trouvé ou t'es encore en Non, j'ai prospection? trouvé, j'ai trouvé. Donc, je vais surprendre personne. On a opté pour Salesforce. D'accord, ouais. Euh, Pourquoi? Parce que en dehors de la brique CRM, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'une part construire un CRM efficient, mais c'était plutôt presque un ERP, en tout cas un admin Ouais. entreprise. Et en fait, Salesforce a cette capacité-là, nous offre cette possibilité-là, pardon, d'intégrer plusieurs briques applicatives au sein même de Salesforce. Et donc, Ouais. c'est exactement ce qu'on est en train de construire. On vient de release Salesforce, ça a à peine une semaine. Et Et là, ça, c'est... excuse-moi, ça c'est toi qui est en charge de la mise en place de Salesforce? Ouais, D'accord. Parce que c'est costaud, hein. ouais, c'est costaud. Alors, je suis aidé, hein, je suis Ouais. accompagné. C'est pas un travail en solo, mais effectivement, on va dire le sales lead le projet par essence. Ouais. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'est que dans Salesforce, en fait, on retrouve l'ensemble des applications qui sont aujourd'hui utilisées ou qui vont être utilisées demain par les équipes sales, mais pas que. On peut très bien imaginer avoir bah forcément le customer success au sens large du terme qui utilise Salesforce. On peut très bien imaginer après-demain avoir les équipes produits. Si par exemple on peut monitorer la roadmap au sein même de Salesforce et que cette information est utilisée par les sales en avant-vente ou en après-vente en guise de réassurance ou d'éléments de closing, bah, c'est un vrai levier. Et en fait, la finalité, c'est d'avoir une information qui circule, donc cette vue circulaire, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, effectivement, c'est encore un peu le cas, l'information était présente, mais de manière très disséminée, très éclatée. Et si on veut accélérer très fort et très bien, bah, c'est primordial d'avoir un outil qui permette de centraliser cette information-là, et ce de manière très structurée. Ouais. Quand tu disais que tu te fais aider là-dessus, c'est quoi? C'est un consultant externe à la boîte qui t'aide sur Salesforce? Alors, oui, on a pris une agence Une agence, ouais. Salesforce qui va, on va dire, mettre en place nos préconisations. Donc, c'est passer de la théorie à la pratique. Et ensuite, bah forcément, c'est un travail d'équipe. Donc, avec tous les autres responsables du Sign, on fait un travail permanent sur la vision à court, moyen et long terme de Salesforce. D'accord, ok. Donc là, c'est assez récent. Tu m'as dit que c'était mis en place il y a une semaine. Donc Ouais. pour l'instant, tu n'as pas encore trop de retours là-dessus sur cette mise en place d'un nouveau CRM. Non, là, c'est très frais. On est au stade du MVP.
donc je pense que c'est primordial aussi de bien découper, de bien prioriser ses étapes d'avancement quand on réalise un CRM. Qu'est-ce qu'on veut à quel moment et pourquoi. Donc là, le stade du MVP, c'est vraiment Salesforce avec déjà euh, deux applications clés, à savoir HubSpot pour toute la partie marketing automation et la partie facturation en la personne de ChargeBee, qui est notre application de facturation. Donc ça, D'accord. c'est les deux gros morceaux qu'il fallait intégrer en priorité, parce qu'on va dire l'essentiel de la data circule à travers Salesforce, HubSpot et ChargeBee. D'accord, donc tu as HubSpot aussi, mais plus pour la partie marketing. Exactement. Et tu n'utilises pas HubSpot pour la partie CRM. Pas du tout. Exactement. Ok, ok, super. Super. Bah, et est-ce que tu as d'autres choses en tête donc là, tu nous as parlé à la fois d'organisation, de process. Tu nous as parlé d'outils également. Donc c'est quand même trois piliers, on va dire c'est les trois piliers de ta sales machine. Alors tu as parlé de mise en situation. Est-ce que ça, ce serait pas un pilier, l'entraînement, le coaching où tu en es Alors, là-dessus? effectivement, c'est un énorme pilier et ça, c'est un travail en continu. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je mets en place assez régulièrement. Je pense que les outils permettent de libérer pas mal de temps de bande passante et donc une fois que tout le plan Salesforce sera release, on aura beaucoup plus de bande passante pour pouvoir aller encore plus loin dans l'accompagnement, le support, le training des sales. Ouais. Je pense que ce qui est important aussi d'appréhender et d'identifier au moment où on lance une stratégie aussi globale que ça, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en place en termes de vente. Quel est vraiment notre ADN de sales, quelle est notre philosophie. Ouais. euh, Parce que en fin de compte, les outils, c'est capital, l'organisation, c'est clé, les process, c'est indissociable et indissocié, on va dire, de l'organisation. Mais le pivot, la base de la base, c'est vraiment sa stratégie. Et en fait, pour commencer un peu à répondre là-dessus, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un ancien sales, et comme tout sales, il y a des tâches que je pouvais pas supporter, sur lesquelles j'allais perdre beaucoup de temps, qui n'étaient pas forcément très gratifiantes. Et en fait, ça a été un peu le point de départ de ma réflexion, et ça a commencé chez Textmaster, et j'ai essayé de me dire comment aujourd'hui, en 2020, je pourrais changer vraiment ce job au day-to-day de commercial. Et donc, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte, alors on a beaucoup de chance, on est à une époque et dans une société où il y a quand même beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'industrialiser, d'automatiser de manière très efficace, de manière très personnalisée, des tâches qui étaient avant effectuées par des humains. Et donc, mon objectif, là, aujourd'hui, chez Usign, dans cette logique de scalabilité, c'est vraiment d'essayer de mettre ça en place. Et donc, D'accord. Donc quand tu parles d'automatisation, c'est notamment pour la prospection. voilà, mais ça commence avant même la prospection. Ça commence dès la phase on va dire, de marketing Oui, automation. d'accord, ouais, ouais, bien sûr. Donc oui, sur la partie sales automation, effectivement, pour être très concret, aujourd'hui, mes BDR, donc plutôt demain si on est exact, mes BDR, Ouais, donc dans un mois, en fait, on va leur fournir des listings de leads tous les jours qui ont déjà été qualifiés, enfin préqualifiés, enrichis. Donc tout ce travail, on va dire, de sourcing qui peut facilement représenter les trois quarts du quotidien d'un sales, on l'effectue en amont. Donc on a ok. lancé une équipe de grosses qui fait ce travail-là. Donc c'est-à-dire qu'en amont, bien évidemment, il faut identifier son ICP, ses personas, bien identifier donc son marché au sens large du terme, en essayant de descendre dans cette granularité. Une fois qu'on a identifié ça, bah, notre équipe de grosses va pouvoir aller, on va dire scraper le web, identifier
les leads associés, les enrichir, donc faire tout ce travail, on va dire, d'enrichissement autour du mailing, et donc fournir des listings de leads déjà pré-qualifiés, enrichis au BDR. Et le BDR, à ce moment-là, va lancer des campagnes de sales automation qui vont s'étaler entre 1 et 3 mois. Et l'idée, si on prend une métaphore, c'est un peu comme la pêche. L'idée, c'est de lâcher, on va dire, de disséminer, on va dire, des appâts et d'attendre que le poisson morde à l'hameçon. Et c'est à ce moment-là, vraiment, et c'est vraiment ma philosophie, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser vraiment le temps et la quintessence du talent du sales. C'est-à-dire que c'est au moment où vraiment le poisson mord à l'hameçon. Ouais. Et donc là, tu nous parles de, on va dire, de prospection, on va dire, pas de masse, mais combien de personnes tes BDR ont sur les listings? Tu sais ça? Alors là, on est sur du forecast, mais en gros, l'idée, c'est que un BDR va approcher en moyenne entre 400 et 500 nouveaux leads par semaine. Ok, ouais, donc Donc c'est on est sur, vraiment de voilà, la on est à quanti. peu près. Pardon? C'est vraiment quanti. C'est une approche quantitative. Et ma question suivante, c'était est-ce que tu as aussi une approche, notamment qui est en ce moment menée pas mal par HubSpot, sur plutôt du très qualitatif, c'est-à-dire ils appellent ça du sniping, où ils vont avoir une liste de... Alors ça a été théorisé aussi dans un bouquin, La prodigieuse machine à vendre, qui dit il faut avoir sa liste de 100 clients idéaux et ça fait ton année en fait, mais ceux-là tu les prospectes de manière beaucoup plus comment dire, personnalisée. Donc HubSpot, eux, comment ils font? Ils vont te prospecter en t'envoyant par exemple une vidéo où ils sont sur ton site web et ils parlent vraiment de ta marque et ils te proposent un rendez-vous. Et Ouais, complètement. voilà, je voulais savoir si tu avais ça aussi en stratégie. Est-ce que c'est une approche que vous allez tester ou que vous faites Alors, déjà? on fait déjà de manière un peu parcellaire de la compte-based marketing. On va le faire sur l'outbound. On va mettre en place cette stratégie de sniping. Et on va dire que ça va représenter 1 à 2% du temps du BDR. On va surtout sniper, on va dire, des énormes comptes où là, il faut une approche Ouais, chirurgicale. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien, si c'est bien fait, alors c'est beaucoup de travail en amont, mais on peut très bien associer une approche quanti, très massive, ouais, à du quali, à travers ouais, du bien sûr. contenu Ouais. notamment. Et moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, si on arrive à ultra personnaliser un mail, ultra contextualiser une approche, 90% du temps, la personne qu'on va contacter ne va même pas se rendre compte que c'est de l'automation parce que ça aura été tellement préparé en amont, dès la Ouais. phase d'ICP, d'identification des personas, que dans le contenu qu'on va envoyer et la récurrence, la fréquence d'envoi, qu'en fin de compte, ce sera pas perceptible. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le marché de la signature électronique, c'est un marché ultra horizontal. Donc c'est un marché concrètement, tout le monde peut être client. Donc c'est quelque chose, je pense qui n'est pas applicable à toutes les industries. Et donc il Ouais. fallait aussi que notre stratégie euh, s'aligne là-dessus. Et ouais, d'où l'importance sur ce marché très horizontal d'avoir une stratégie sur des verticales. Puisque là, du coup, tu prends de l'avance, entre guillemets, sur des potentiels concurrents avec Exactement. En des fait, approches. exactement. Nous, on a un besoin de mapping très très fort. Il faut qu'on mappe notre marché. Donc mapper, Mm. c'est couvrir le marché en un temps record, de manière très efficace, pour pas se faire prendre de court par la concurrence. Donc malheureusement et heureusement, on n'avait pas trop le choix. Ouais. Et combien de coups de personnes tu as dans les équipes là, dont tu parles ça représente quoi? Combien de SDR ou... Alors aujourd'hui, alors ça va énormément évoluer dans les prochains Ouais, mois. Les j'imagine. équipes vont, les équipes vont presque tripler. Mais Ah oui. aujourd'hui, on est 7. On accueille une promo de 3 personnes, 3 sales là dans 3 semaines. Et on va être un peu sur ce train jusqu'à la fin d'année. D'accord. Euh, Et l'objectif, c'est d'arriver à combien à peu près?
Donc l'objectif, c'est de terminer l'année aux alentours d'une quinzaine de personnes. Ok. Après, on n'est pas dans une logique de recrutement pour recruter. C'est plus des opportunités de marché, donc ça dépendra aussi de notre taux de couverture, des opportunités. Mais l'idée, c'est d'avoir une équipe de BDR d'à peu près 4 personnes euh, dans les 6 prochains mois. Ouais. Est-ce que tu peux me dire dans tes équipes ouais, combien de BDR, SDR, account exécutif c'est quoi pour toi le plan que tu as en tête, on va dire le plan idéal? Donc là, aujourd'hui, on a 2 SDR. L'idée, c'est d'en avoir 3 rapidement. Il y en a une troisième qui nous rejoint dans 3 semaines. Ouais. On va rester sur 3 SDR, en tout cas en 2020. On va avoir 4 BD en 2020 Ok. et 3 accounts exécutifs. Donc, on va rajouter un account exécutif là dans les prochaines semaines. Donc en fait, on se rend compte que le ratio SDR-BDR slash AE, il est quand même assez important. Ouais. Euh, donc C'est un l'enjeu, ratio, c'est un ratio du simple au double, quoi. C'est de un ouais, à 2 c'est ça. ouais, c'est 2 pour un, même un peu plus. 2 pour 1, pardon. Ouais, c'est donc c'est assez engagé comme stratégie, mais en fin de compte, vu qu'on est sur de la vente ultra transactionnelle, Ouais. on est sur des cycles de vente très courts, donc ça se justifie parfaitement. Ouais, oui, c'est ça. Et après, sur les CSM, ceux qui se chargent du support client, c'est plutôt en termes de nombre de clients. Donc, c'est quoi? C'est un CSM pour 50, 100 clients? Comment vous Alors, organisez ça? Alors cette partie, c'est pas du tout moi qui la gère Ah, c'est pas la tienne. non, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, en revanche, je peux te répondre, mais aujourd'hui, on a 2 customer success qui vont gérer vraiment la partie après-vente et on va avoir 2 support technical managers qui vont vraiment gérer la partie support technique de nos clients. Ce qu'il Ouais, faut savoir, c'est ok. que aujourd'hui, YouSign a 2 offres, une offre app, donc c'est une application SaaS web sur laquelle nos clients vont pouvoir se connecter. Et on a une offre API. Euh, Ah oui, la répartition, elle est 50-50, hein, donc c'est ultra équilibré. Donc, tous nos clients qui intègrent notre API, forcément, ils ont besoin d'accompagnement un peu plus poussé. D'où cette notion d'onboarding, à mon avis, qui va arriver dans les prochains mois. d'accord. Ok. Ok, bah, très bien, Romain. On va arriver aux dernières questions du podcast. Avant ça, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'aurait pas abordées dans le thème du jour? Ou est-ce que tu veux Euh, conclure ou synthétiser tout ce dont on a parlé? non, je pense que, alors c'est délicat comme exercice de Ouais, pitcher en 40 minutes ce que tu fais au day to day, mais non, non, clairement, je pense que la secret sauce, c'est de se dire qu'est-ce qu'on souhaite et si on a déjà été commercial, c'est toujours se rappeler de ça en permanence, faire preuve d'empathie, se mettre à la place de ces équipes en permanence parce que ce que je viens de décrire, c'est des changements qui sont assez lourds, très impactants, donc c'est pas indolore, c'est même tout l'inverse. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit, il faut que ça soit fait de manière intelligente, collaborative et ouais, pas du tout de manière forcée, brutale. Sinon, tous les beaux process, tous les beaux outils dont je viens de parler ne fonctionneront pas, tout simplement. Et c'est les résultats ne c'est- seront pas rendus. c'est vrai que c'est un exercice intéressant à faire, hein, qu'on pourrait faire là en 2 minutes. C'est bon, moi aussi j'ai été commercial et du coup se mettre à la place du commercial et de se dire c'est quoi souvent les freins ou les pains qu'on a dans notre travail. Et donc, ça peut être, typiquement, on a parlé de coaching, d'entraînement, de formation, ça peut être le manque d'accompagnement, ça peut être des outils peut-être trop compliqués à mettre en place, un peu usine à gaz. Mm. Tu vois, moi, dans une expérience précédente, j'avais utilisé Salesforce, mais qui était très mal paramétré, et je perdais un temps fou avec Salesforce. Donc, le rapport avec le CRM, c'est-à-dire souvent les commerciaux, on leur reproche de ne pas bien remplir le CRM, mais du coup, effectivement, peut-être que le CRM est mal paramétré. C'est ça. Euh, Tu vois, c'est des choses comme ça. J'essaie de penser à d'autres choses si tu as des idées. Euh, mais oui, le rôle des process, de la discipline, souvent les commerciaux sont un peu laissés
laissés à leur propre autonomie. Donc c'est à la fois bien et moins bien parce ils ont de la liberté, mais ils perdent du temps parce qu'ils n'ont pas de process. Exactement. Ça, c'est une énorme brique, on va dire, dans notre métier au sens large du terme, le métier de manager, c'est ne jamais l'oublier et être toujours en support. Donc, il faut prévoir le temps. Ça, c'est aussi des petits tips. Hein. C'est se booker des moments, surtout post-release. Donc, dès qu'on sort des nouvelles organisations, des nouveaux process, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un gros moment, une sorte de keynote où on va présenter de manière très générale Solennel, ouais. le nouveau sujet, mais il n'y a pas de follow-up. Et là, juste avant qu'on fasse ce podcast, j'avais un follow-up sur Salesforce. Et donc, en fait, l'idée, c'est de programmer des rendez-vous euh, quotidiens. D'accord. Toi, tu fais des rendez-vous quotidiens avec tes équipes. Ouais. Plutôt rendez-vous individuels ou collectifs? Non, collectif. En revanche, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, si tout le monde n'est pas égal devant une nouvelle approche, des nouveaux outils, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on fait aussi des one-to-one. D'accord. Et quand tu fais un rendez-vous collectif, là aussi c'est processisé, c'est-à-dire c'est un par semaine, enfin tu m'as dit un par jour, combien de temps? L'idée, c'est que je pense que la fréquence, elle va diminuer avec le temps. Donc, au début, il Ouais, faut être sur un par jour ou un tous les 2 jours. Et ensuite, progressivement, ça va être 2 fois par semaine, une fois par semaine. d'accord. Voilà. Je pense que Et là, voilà, c'est la fréquence se justifie par, on va dire, les retours de tes d'accord. Et tu as une durée sur ces rendez-vous ou pas forcément? équipes. Non, j'ai pas de durée. C'est à durée indéterminée. J'ai plutôt un objectif. On va dire, l'adoption totale et complète de l'outil. Donc, Ok, tant que c'est pas adopté à 100%, compris à 100%, on continue. ok, super Romain. Ben écoute, merci, on va passer aux dernières questions de l'épisode. Oui. Est-ce que tu as du contenu à nous partager, que ce soit audio, vidéo, bouquin, qui peuvent aider les auditeurs? Alors, oui, j'en ai un peu. On va dire que là, j'ai lu Human Machine de Jean de La Roche-Brochard. Ah oui, Donc moi ça, aussi, il c'est n'y a pas pas mal de longtemps. tips. Ouais, donc pas mal de tips sur la productivité au quotidien, comment organiser, structurer ses journées pour pas se faire dépasser par son quotidien et Ouais, Jean comment. qui est passé sur le podcast, hein. D'accord, ok. Ouais, très intéressant. Il y a Zero to One de Peter Thiel, donc ça, je pense que beaucoup de personnes l'ont lu. Et alors, il y a un super bouquin qui s'appelle Dream Team de Ludovic Giraudon, Ah oui, notamment pour les celui-là, je l'ai pas lu. managers, euh, qui aide, qui aide énormément, qui fournit beaucoup de bons conseils sur la partie recrutement, fidélisation d'une équipe sales. D'accord, bah écoute, Dream Team, je vais me le commander tout à l'heure, là. Ok. Est-ce que tu as tu nous as parlé d'outils tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des outils ou des routines qui t'aident dans ton quotidien, qui t'aident à t'améliorer et à être un peu plus performant chaque jour? En dehors du CRM qui va avoir un impact forcément pour les équipes, mais surtout les managers quand il est bien structuré, on va dire que Slides ou des outils comme Notion, c'est vraiment, moi, ça a été un game changer hein, dans mon Ouais, quotidien, parce qu'après, on va pouvoir vraiment le structurer à son image, en fonction de ses besoins et surtout de ses faiblesses. Typiquement, moi, dans ces outils-là, je vais avoir des channels to-do list, des channels sur la partie plus interrogation. Dès qu'on a une question, on la note. Surtout quand on est là, quand on est dans une nouvelle organisation, une nouvelle entreprise depuis peu de temps. Et ça, c'est ce que je recommande de faire à toutes mes équipes, plutôt que de les traiter à la volée. Euh, voilà. ok, très bien. Enfin, deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué? Oui. Alors il y en a eu beaucoup. Je pense qu'une de mes plus belles ventes, ça a été, alors on peut dire le nom, c'était avec Textmaster et le client c'était Maison du Monde, Ah oui, ok. euh, qui in fine est devenu un des plus gros clients de Textmaster. Pourquoi c'est une vente qui m'a marqué? Parce que en fait elle symbolise vraiment le métier du commercial et notamment la partie résilience et abnégation. En fait, j'ai littéralement contacté toute l'entreprise.
et les personnes clés, donc les personas ne me répondaient pas, mais je savais pertinemment qu'il y avait un besoin. Et donc au final, j'ai mis en place vraiment la stratégie bottom-up. Donc en gros, je suis parti vraiment du bas et j'ai remonté progressivement jusqu'à trouver ce qu'on appelle un referral, donc une personne qui peut être considérée comme un champion qui va déjà t'écouter, qui va comprendre ton approche, le potentiel de ta solution, et qui ensuite va vendre en interne ta solution à ta place. Et en fait, in fine, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a fait parfaitement ce que je viens de décrire, m'a mis en relation avec les personnes clés. J'ai rencontré ces personnes clés. On a fait un POC, le POC s'est bien passé, et in fine, c'est devenu un des plus gros clients de Textmaster. D'accord. Textmaster, vous vendiez quoi Donc c'était une solution de traduction. On s'était spécialisé dans la traduction principalement e-commerce digital. Donc on allait accompagner des sites e-commerce dans leur développement à l'international, concrètement en traduisant leur site. D'accord, leurs produits, tout ça. Exactement. Ok, super. Et bon, très bien. Merci pour ce retour d'expérience. Dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui ? Alors je pense à deux personnes qui m'ont marqué, qui ont eu un rôle assez important dans ma carrière. La première personne, ça va être Thibault Lougnon, qui est l'ancien CEO de Textmaster et qui est aujourd'hui le co-CEO de Cézanne, qui est une marque de prêt-à-porter assez connue. Ouais. Et ensuite, la deuxième personne, c'est François Deschlette, qui était mon ancien N+1 chez Textmaster également, et avec qui on a construit beaucoup de belles choses chez Textmaster, et qui aurait beaucoup de choses, j'imagine, à apporter à tes auditeurs. D'accord, sur la partie vente, vente, process, voilà, prise de hauteur. Ok, écoute Romain, je vais les contacter. Et puis tu pourras sans doute les écouter dans quelques épisodes. En tout cas, merci beaucoup Romain pour ta disponibilité. Avec plaisir, merci à toi. Si jamais quelqu'un veut te poser une question, te joindre par LinkedIn, j'imagine ? Oui, le plus simple, c'est LinkedIn. Petite request, petit message, et puis je suis assez réactif. Ok, écoute, merci encore. Passe une bonne journée, et puis bonne aventure avec YouSign alors. Merci, au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!